Aberdeen, Proving Ground, Maryland, 12 mai 1942. Le brouillard matinal planait sur le champ de tir alors que 5 armes anti-chars différentes faisaient face au défi ultime, frappant un panzer allemand en mouvement à 100 yards. Les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés. Les parachutistes américains étaient massacrés par les blindés ennemis en Afrique du Nord, leurs fusils inutiles contre 25 tonnes d'acier roulant. Le mortier à broche britannique Pia, 32 livres d'ingénierie de pointe, tira en premier. Raté. La grenade de fusil américaine Mscure, soutenue par des mois de développement et de contractants militaires. Raté. 3 autres conceptions approuvées par des experts, chacune représentant le meilleur que la sagesse conventionnelle pouvait offrir. Raté. 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 Puis un lieutenant de 24 ans s'avança avec ce qui ressemblait à un tuyau d'égout amélioré, des viseurs en cintre de manteau, une détente faite maison, une conception si rudimentaire que le Conseil d'examen des armes l'avait appelé complètement impraticable et trop risqué à porter. L'idée stupide d'Edward O, que chaque expert avait rejetée. 5 fusées, 5 coups directs, une précision parfaite avec un équipement improvisé qui coûtait presque rien à construire. À la fin de la journée, le général Marshall commanderait 5000 unités. À la fin de la guerre, cette arme rejetée transformerait les parachutistes légèrement armés en machines à tuer les chars que les équipages de panzer allemands apprendraient à craindre. Mais d'abord, un jeune ingénieur devait prouver que parfois les idées les plus révolutionnaires viennent des endroits les plus improbables. La salle de guerre du département de l'ordonnance ressemblait à un tombeau. Ce printemps de 1942, le colonel Leslie Skinner étala les derniers rapports de renseignement sur son bureau en acajou, chaque page racontant la même histoire brutale. En Libye, l'Africa Corps de Rommel traversait les forces britanniques comme une faux dans le blé. Les conseillers américains intégrés aux unités du Commonwealth renvoyèrent des rapports de terrain qui ressemblaient à des histoires d'horreur. Les mathématiques étaient simples et terrifiantes. Un Panzer III allemand pesait 25 tonnes et pouvait maintenir 25 milles à l'heure sur le terrain désertique. Un parachutiste américain chargé d'équipements de combat portait 80 livres et pouvait sprinter à 8 milles à l'heure s'il avait de la chance et le terrain était plat. Quand ces forces se heurtaient, la physique décidait toujours du résultat et la physique favorisait les Allemands. Skinner sortit une photographie de l'engagement de la ligne Gazala. Des parachutistes britanniques avaient été largués derrière les positions allemandes pour perturber les lignes d'approvisionnement. La mission a échoué de manière catastrophique quand les panzers de Rommel ont traversé leur position défensive. Le fusil anti-char des garçons, 39 livres de précision de l'ingénierie britannique, s'était avéré complètement inutile. Ces cartouches de calibre 0,55 ont rebondi sur l'armure allemande comme des cailloux lancés sur un cuirassé. Sur 240 parachutistes largués, seulement 37 sont revenus aux lignes alliées. Les murs du bureau de Skinner affichaient des graphiques de production qui n'offraient aucun réconfort. Les usines allemandes produisaient des chars plus vite que les usines américaines ne pouvaient suivre. La Wehrmacht avait appris la guerre combinée en Pologne et en France, perfectionnant la coordination de l'armure, de l'infanterie et du soutien aérien. Pendant ce temps, les forces américaines s'appuyaient toujours sur les tactiques de la Première Guerre mondiale et l'équipement qui était obsolète depuis 20 ans. Mais assis sur le bureau de Skinner se trouvait quelque chose qui offrait de l'espoir, si quelqu'un pouvait comprendre comment le livrer efficacement. La grenade à charge creuse M10 représentait une percée dans la technologie anti-char. La conception à charge creuse de l'inventeur suisse Henry Mohaupt pouvait concentrer une explosion en un jet étroit de cuivre fondu, perçant 50 mm d'acier homogène. Les tests de laboratoire ont prouvé que la charge utile pouvait pénétrer n'importe quel char allemand actuellement en production. Le problème de la livraison, cependant, semblait insurmontable. À 3,5 livres, le M10 était beaucoup trop lourd pour un lancer précis. Les versions lancées par fusil détruisaient les armes utilisées pour les tirer. La seule méthode d'emploi pratique exigeait que l'infanterie s'approche à portée de bras des chars ennemis, une mission suicide qu'aucun commandant n'ordonnerait. Le lieutenant Edward Hull arriva au bureau de Skinner un matin de mardi, frais de sortie du programme d'ingénierie mécanique de l'université Lehigh et essayant de ne pas avoir l'air accablé par sa première mission majeure. À 24 ans, il possédait le genre de persistance méthodique que les professeurs d'ingénierie appréciaient mais que les bureaucrates militaires trouvaient souvent irritant.
Son habitude de dessiner des solutions mécaniques sur n'importe quelle surface disponible avait déjà attiré des regards désapprobateurs du personnel supérieur. Skinner lui remit les spécifications du M10 et une pile de propositions de livraison échouées. « Ce dont nous avons besoin, expliqua le colonel, c'est un moyen de mettre cette charge utile sur l'armure allemande à 300 yards de distance sans tuer nos propres gens dans le processus. Chaque solution que nous avons essayée manque soit de portée suffisante, soit de créer un risque inacceptable pour l'opérateur. Hull a passé 2 semaines à attaquer le problème sous tous les angles concevables. Les versions lancées par fusil généraient trop de recul, brisant les crosses d'armes et disloquant les épaules. Les variantes livrées par mortier se sont avérées extrêmement imprécises au-delà de 50 yards. Les catapultes à ressort ressemblaient à l'absurde et fonctionnaient pire qu'elles n'apparaissaient. Chaque solution potentielle créait de nouvelles complications qui semblaient se multiplier exponentiellement. La percée est venue lors d'une visite de routine au champ d'essai naval d'Indian Head dans le Maryland. En passant devant la zone d'élimination des équipements, Hull a repéré un tube de mortier de 60 mm abandonné, 5 pièces de tuyaux d'acier avec exactement le diamètre interne nécessaire pour accueillir la grenade M10. L'inspiration a frappé avec une clarté cristalline. Les lanceurs de fusées traditionnels ont échoué parce qu'ils ont essayé de contenir l'ensemble du processus de combustion dans des mécanismes complexes. Mais, et si le moteur de fusée brûlait complètement avant que le projectile ne quitte le tube de lancement, l'opérateur serait protégé par le tube lui-même, éliminant les dangers de souffle arrière. La fusée émergerait avec une vélocité suffisante pour maintenir la précision à portée étendue. Travaillant dans un atelier d'usinage emprunté, Hull a soudé une poignée de pistolets et une simple détente électrique au tube de mortier. Il a installé un système de batterie utilisant des piles D standard et a fabriqué des viseurs en fer simple à partir de ferraille. Le premier tir d'essai dans la rivière Potomac a dépassé les attentes. La fusée a volé droit et vrai, tandis que le lanceur restait intact et maniable. Quand Hull a présenté son prototype au conseil d'examen de l'ordonnance, la réception a été glaciale. Expert après expert a trouvé des défauts dans la conception. Trop dangereux à porter au combat, a déclaré le spécialiste des petites armes. Le souffle arrière va incinérer quiconque se tient derrière l'opérateur. L'expert en pénétration d'armure s'inquiétait de la fiabilité des fusées. Ces moteurs à combustible solide sont notoirement imprévisibles. La moitié des cartouches vont probablement s'enrayer ou exploser prématurément. Le consensus du comité a émergé rapidement. Restez avec la technologie éprouvée du mortier à broche. Laissez les Britanniques expérimenter avec les lanceurs de fusées s'ils voulaient risquer la vie de leurs soldats sur des concepts non éprouvés. Mais alors que le printemps se transformait en été, les rapports de renseignement apportèrent des nouvelles de plus en plus urgentes. Les unités de reconnaissance allemandes avaient capturé l'équipement du service exécutif des opérations spéciales britanniques, y compris les conceptions de lanceurs de fusées de prototype. En quelques semaines, les ingénieurs de la Wehrmacht inversèrent les concepts, se précipitant pour développer leur propre version. L'avantage technologique que les charges creuses représentaient appartiendrait bientôt aux deux côtés, à moins que l'Amérique ne puisse déployer un système de livraison pratique en premier. L'essai final a été programmé pour Aberdeen Proving Ground en mai. 5 armes anti-chars établies concouraient contre le lanceur improvisé Duel. Le gagnant recevrait des contrats de production immédiate. Les perdants seraient oubliés. Hull avait une seule occasion de prouver que la sagesse conventionnelle pouvait se tromper, que l'élégante simplicité pourrait triompher de l'ingénierie complexe, et qu'un lieutenant de 24 ans avec un tube de mortier modifié pourrait révolutionner la guerre d'infanterie. Les panzers allemands roulant à travers l'Afrique du Nord n'attendraient pas la délibération bureaucratique. Hull a travaillé 18 heures par jour dans l'atelier de Skinner, transformant son prototype rudimentaire en une arme digne de la production de masse. Le tube de mortier original exigeait un renforcement considérable pour supporter les tirs répétés. Il a enveloppé toute la longueur avec du fil de piano en acier, créant un système de confinement secondaire qui empêcherait une défaillance catastrophique, même si le tube primaire se fissurerait sous le stress. Le système d'allumage électrique exigeait la redondance. 2 piles D en parallèle assurant un tir fiable même si une source d'alimentation échouait dans les conditions de combat. La crosse d'épaule présentait son propre défi d'ingénierie. Les tirs d'essai initiaux avaient généré suffisamment de recul pour meurtrir les épaules des opérateurs et dévier la visée précise. Hull a taillé une nouvelle crosse dans du noyer massif, son grain orienté pour absorber l'impact tout en fournissant un contact stable avec le corps de l'opérateur.
Le bois possédait des propriétés naturelles d'absorption des chocs supérieurs aux alternatives en acier qui transmettaient chaque vibration directement au tireur. Mais la fusée elle-même représentait le chef-d'œuvre de l'ingénierie pratique d'Hull. Il a marié la tête militaire à charge creuse éprouvée du M10 à un moteur à propergol solide qui brûlait complètement dans le tube de lancement de 54 pouces. La conception du grain de propergol était critique. Une vitesse de combustion trop rapide générerait une pression excessive et détruirait le lanceur, tandis qu'une vitesse trop lente laisserait du carburant non brûlé pour mettre en danger l'opérateur. Après des dizaines d'essais statiques, Hull a atteint l'équilibre parfait. Combustion complète en un cinquantième de seconde, accélérant le projectile à 265 pieds par seconde. Les spécifications techniques qui en ont résulté définiraient la guerre anti-char d'infanterie pendant des générations. Poids total du système 13 livres pour le lanceur plus 3,4 livres par fusée. Portée effective 300 mètres avec des attentes de précision raisonnables. Pénétration d'armure, 4 pouces de plaques d'acier homogènes, suffisant pour vaincre l'armure latérale ou arrière de n'importe quel char allemand. Cadence de tir 6 coups par minute avec un équipage entraîné de 2 hommes en supposant un approvisionnement en munitions adéquat. Le terrain d'essai d'Aberdeen bourdonnait d'une activité inhabituelle, alors que les systèmes d'armes concurrents arrivaient pour l'évaluation finale. Le mortier à broche britannique Pat arrivait avec un pédigré impressionnant, développement par l'exécutif des opérations spéciales, essai sur le terrain par les commandos et approbation des conseillers techniques de Churchill. Pesant 32 livres, l'arme exigeait une force physique énorme pour gérer son puissant mécanisme à ressort. Son projectile à charge creuse pouvait théoriquement pénétrer l'armure allemande, mais seulement si l'opérateur pouvait engager les cibles avec précision tout en luttant contre la masse encombrante de l'arme. La grenade de fusil américaine M10 représentait une amélioration progressive par rapport à la technologie existante. Les fusils d'infanterie standard pouvaient lancer la tête militaire à charge creuse, en utilisant des cartouches à blanc, fournissant à chaque soldat une capacité théorique anti-char. Mais les rapports de combat d'Afrique du Nord ont révélé des faiblesses fatales. Portée insuffisante, précision médiocre et problème de fiabilité de la tête militaire, qui laissait l'infanterie sans défense quand elle avait le plus besoin de protection. 3 conceptions expérimentales provenant d'entrepreneurs en défense établis complétaient le domaine. Chacune représentait des approches d'ingénierie sophistiquées, soutenues par des millions en financement de développement et des décennies d'expérience d'entreprise. Les systèmes de contrôle de tir complexes promettaient une précision améliorée. La métallurgie avancée offrait une réduction de poids sans compromettre la résistance. Les formulations de propergol propriétaires revendiquaient des performances supérieures dans des conditions extrêmes. Le lanceur de Hull semblait primitif en comparaison. Aucun mécanisme sophistiqué, aucun matériau exotique, aucun calcul complexe requis pour l'opération, juste un tube d'acier avec une poignée, une gâchette et des viseurs en fer simples que n'importe quel soldat pouvait comprendre immédiatement. La simplicité même de l'arme invitait le scepticisme des experts formés à assimiler la complexité à la capacité. Les paramètres d'essai établis par le comité d'évaluation d'Aberdeen étaient durs, mais réalistes. Chaque système d'armes engagerait une cible de char en mouvement à 100 mètres, portée d'engagement typique pour les opérations anti-chars d'infanterie. Le véhicule cible, un Panzer III allemand capturé, traverserait le terrain à 15 milles à l'heure, simulant les conditions de combat réelles. Chaque concurrent recevrait 5 tentatives pour démontrer la précision et la fiabilité. La matinée du 12 mai s'est levée claire et sans vent, conditions idéales pour les essais d'armes. Hull est arrivé tôt pour découvrir que les viseurs de son lanceur avaient été endommagés pendant le transport de l'atelier. Les viseurs en fer soigneusement usinés gisaient tordus et cassés dans leur étui de transport, victimes de la manutention brutale du personnel logistique d'Aberdeen. Avec seulement quelques heures restantes avant la démonstration, la panique menaçait de submerger la préparation minutieuse. Skinner est arrivé pour trouver Hull tentant frénétiquement les réparations avec des outils inadéquats. « Nous avons besoin de viseurs qui fonctionnent, pas de viseurs qui ont l'air jolis », a observé le colonel avec son pragmatisme caractéristique. Ensemble, ils ont improvisé des dispositifs de visée de remplacement en utilisant un cintre en fil redressé et un clou cassé du sol de l'atelier. Le résultat semblait absurde, du métal tordu attaché avec du ruban adhésif électrique, mais fournissait des points de référence de base pour l'acquisition de cibles. Le public se rassemblant pour la démonstration représentait les plus hauts niveaux d'autorité d'approvisionnement militaire.
Le général de division Gladian Barnes, chef de la recherche et de l'ingénierie pour l'ordonnance de l'armée, prendrait la décision finale sur les contrats de production. Des représentants des services de renseignement britanniques observaient tranquillement, évaluant les capacités technologiques américaines, tout en protégeant leurs propres secrets de développement. Les cadres des entrepreneurs en défense regardaient nerveusement alors que des mois de travail de conception et d'investissement d'entreprise faisaient face à une évaluation pratique. Les enjeux s'étendaient bien au-delà du simple approvisionnement en armes. Les forces allemandes avançaient en Afrique du Nord, tandis que l'infanterie américaine restait inadéquatement équipée pour la guerre moderne. Chaque jour de retard signifiait plus de pertes, plus de territoires perdus, plus de preuves que les forces alliées ne pouvaient pas égaler les capacités de la Wehrmacht. L'arme gagnante entrerait immédiatement en production de masse, changeant potentiellement la trajectoire de la guerre dans les théâtres, où l'armure dominait les équations du champ de bataille. Huol a vérifié ses viseurs improvisés une dernière fois, sentant le poids familier du lanceur sur son épaule. Le dispositif de visée en cintre semblait ridicule, mais il fournissait l'alignement de base nécessaire pour un tir précis. Plus important encore, la simplicité fondamentale de l'arme restait inchangée. Pointer le tube vers la cible, tirer sur la gâchette, regarder la fusée voler droit et vrai, aucun calcul complexe, aucun ajustement délicat, aucun mécanisme sophistiqué qui pourrait échouer sous le stress du combat. Le test prouverait si l'élégante simplicité pouvait triompher de la complexité institutionnelle, si la pensée non conventionnelle d'un ingénieur de 24 ans pouvait résoudre les problèmes qui avaient donc déconcerté les experts militaires, et si l'infanterie américaine recevrait enfin des armes capables d'arrêter les chars allemands. 5 coups détermineraient l'avenir de la guerre anti-chars. Le PAD britannique est allé en premier, opéré par une équipe d'ingénieurs royaux qui s'était entraînée intensivement avec l'arme à l'arsenal de Woolwich. Le lanceur de 32 livres exigeait que les deux hommes gèrent combien son mécanisme complexe de chargement à ressort, l'un tenant l'arme stable, tandis que l'autre armait le puissant ressort en acier qui propulserait la bombe à charge creuse. Le Panzer III capturé a commencé sa traversée du terrain à exactement 15 milles à l'heure. Son motif de camouflage gris distinctif, clairement visible contre la campagne du Maryland. Le premier coup patte a été lancé avec un bruit distinctif, le mécanisme à ressort libérant son énergie accumulée en un seul mouvement violent. Le projectile a décrit un arc dans l'air du matin, suivant une trajectoire balistique qui semblait prometteuse pour les premiers 200 mètres. Mais alors que la bombe à charge creuse s'approchait de la cible en mouvement, la dérive du vent et l'imprécision inhérente du système de mortier à broche devenaient apparentes. Le coup a impacté 15 mètres avant le Panzer, soulevant un nuage de terre et de débris qui a momentanément obscurci le véhicule cible. 4 autres tentatives ont donné des résultats similaires. Le mécanisme à ressort du PAT s'est avéré difficile à gérer sous la pression, nécessitant près de 30 secondes entre les coups, tandis que la cible continuait son mouvement implacable à travers le terrain. Un coup a volé haut, passant complètement au-dessus de la tourelle du char. Un autre a frappé le sol à 20 mètres à gauche, démontrant la sensibilité de l'arme à la technique de l'opérateur. Les 2 derniers coups se sont rapprochés, mais ont quand même manqué par des marges qui s'avéreraient fatales au combat réel. L'équipe de grenades de fusil américaine s'est avancée avec un professionnalisme confiant. Leur M1 Garand équipé d'accessoires, de lancements spéciaux et de cartouches à blanc. Le système offrait des avantages théoriques. Chaque carabinier pouvait devenir un canonnier anti-char, et la plateforme d'armes familière exigeait une formation supplémentaire minimale. Le chef d'équipe, un sergent vétéran de l'école d'infanterie de Fort Benning, avait personnellement supervisé des centaines d'exercices d'entraînement avec la tête militaire M10. Le premier coup a été lancé proprement, la cartouche à blanc fournissant une propulsion adéquate pour envoyer la grenade à charge creuse vers la cible en mouvement. Mais les limitations fondamentales des systèmes de lancement de fusils sont devenues immédiatement apparentes. Les propriétés balistiques des grenades n'étaient pas bien adaptées à l'engagement précis à longue portée. Suivant une trajectoire de vol imprévisible qui défiait la visée précise, le coup a impacté court et à gauche de la cible, sa tête militaire à charge creuse, détonnant inoffensivement dans le sol sablonneux. Les tentatives ultérieures ont révélé des problèmes supplémentaires. La crosse du fusil de la vache s'est fissurée sous le stress des lancements répétés. Sa construction en bois inadéquate pour les forces générées par le projectile lourd. L'épaule du sergent présentait des contusions visibles après 3 tirs affectant sa capacité à maintenir une visée stable. Les 2 dernières grenades ont atterri plus près de la cible,
mais toujours en dehors du rayon létal requis pour une pénétration efficace de l'armure. Les 3 conceptions expérimentales des entrepreneurs en défense établis ont donné des résultats similairement décevants. Chaque arme a démontré une ingénierie sophistiquée et une attention particulière aux exigences théoriques, mais aucune n'a pu frapper régulièrement une cible en mouvement dans des conditions réalistes. Les systèmes de visée complexes se sont avérés fragiles et difficiles à utiliser sous pression. Les matériaux avancés n'ont pas livré les améliorations de performance promises. Les technologies propriétaires qui fonctionnaient parfaitement dans les conditions de laboratoire ont eu du mal avec le chaos et l'imprévisibilité des essais réels d'armes. À midi, le tableau de bord était dévastateur. Armes anti-chars établies 0, Panzer III en mouvement 5. Chaque système approuvé par les experts n'avait pas démontré la capacité élémentaire requise pour les opérations anti-chars d'infanterie. Les responsables qui observaient ont commencé à murmurer entre eux, discutant des implications de l'entrée en combat des forces américaines, sans armes efficaces de défense contre l'armure. Le général Barnes a demandé une pause déjeuner, mais son expression suggérait que l'appétit était la dernière chose à laquelle il pensait. Les représentants du renseignement britannique se sont regroupés en conférence tranquille, rédigeant sans doute des rapports qui atteindraient Londres dans les heures suivantes. Les cadres des entrepreneurs en défense semblaient de plus en plus mal à l'aise, alors que leur système sophistiqué restait silencieux sur le champ de tir, vaincu par le simple défi de frapper une cible en mouvement. Il a passé la période de pause à vérifier son lanceur improvisé une dernière fois. Les viseurs en cintre semblaient encore plus ridicules à la lumière du jour, leur construction en métal tordu contrastant fortement avec les optiques de précision qui avaient échoué tout au long de la matinée. Mais la mécanique fondamentale de l'arme restait saine. Le tube d'acier était correctement renforcé, le système électrique affichait une charge de batterie complète, et les moteurs de fusée avaient été soigneusement inspectés pour détecter les défauts. Quand le général Barnes a demandé la démonstration finale, il a marché vers la ligne de tir avec une confiance tranquille. Le poids familier du lanceur s'est installé naturellement sur son épaule, son point d'équilibre parfaitement positionné pour un tir stable. Les viseurs improvisés fournissaient des points de référence basiques qui s'alignaient intuitivement avec ses instincts de visée naturelle. Le Panzer III a commencé sa traversée pour la 6e fois ce jour-là, le bruit de son moteur clairement audible sur le champ de tir. Wall a suivi la cible à travers ses viseurs en cintre, attendant le moment optimal où le mouvement de la cible, les conditions de vent et le temps de vol de la fusée s'intersecteraient parfaitement. Son doigt a trouvé le déclencheur électrique, sentant la résistance familière qui précédait l'allumage. La première fusée a été lancée avec un craquement sec, son moteur à carburant solide brûlant complètement dans le tube de 54 pouces avant que le projectile n'émerge. La tête chercheuse à charge creuse a volé droit et vrai, suivant une trajectoire plate qui contrastait dramatiquement avec les vols en arc des armes précédentes. L'impact s'est produit précisément où Hull avait visé, au centre de la coque du Panzer. La tête chercheuse à charge creuse a détonné avec un effet dévastateur, perçant un trou propre à travers 50 mm de plaque d'armure. La foule qui observait est tombée silencieuse. Un coup réussi ne prouvait rien. Les coups de chance se produisaient même avec des armes inadéquates. Mais Hull chargeait déjà sa 2e fusée, son mouvement lisse et pratiqué après des semaines de préparation. Le Panzer a continué sa traversée mécanique, présentant un angle de cible frais alors qu'il se déplaçait sur le champ de tir. Le 2e tir a frappé la tourelle avec une précision identique, pénétrant l'armure qui aurait protégé le compartiment d'équipage dans un combat réel. La 3e fusée a frappé exactement où elle était visée. La 4e a trouvé sa cible avec une certitude mathématique. Le 5e et dernier tir a frappé le centre de masse, complétant une démonstration parfaite de précision qui ne laissait aucune place au doute ou à l'interprétation. Le tableau de bord indiquait maintenant lanceur de fusée improvisé d'eau, 5 coups, Panzer 30 en mouvement. Le général Barnes a marché lentement vers la ligne de tir, son expression ne révélant rien de ses pensées. Il a ramassé le lanceur grossier, sentant son poids, et examinant les viseurs en cintre tordu qui avaient guidé chaque tir vers une précision parfaite. Le général Barnes a épaulé l'arme lui-même, testant son équilibre et son ergonomie avec les mouvements pratiqués d'un officier qui avait personnellement évalué des centaines de systèmes d'armes tout au long de sa carrière. La distribution du poids du lanceur semblait naturelle, contrairement à la masse maladroite du PAT ou au système d'attache maladroit requis pour les grenades de fusil. Il a regardé à travers le dispositif de visée improvisé en cintre,
notant la rapidité avec laquelle le système grossier s'alignait avec les cibles potentielles. Cela ressemble vraiment au bazooka de Bob Burns, a observé Barnes, faisant référence à l'instrument de musique du comédien de radio populaire, qui consistait en 2 tuyaux de gaz et un entonnoir de whisky. La comparaison a provoqué des rires parmi les observateurs assemblés, mais le ton du général ne contenait aucune moquerie. Le surnom capturait quelque chose d'essentiel sur la simplicité honnête de l'arme, un outil conçu pour la fonction plutôt que pour l'impression. Barnes a chargé une fusée et a tiré plusieurs coups sur des cibles stationnaires, positionnées sur le champ de tir. Chaque tir a fonctionné exactement comme démontré. Allumage propre, trajectoire plate, pénétration d'armure dévastatrice. Les têtes chercheuses à charge creuse ont percé la plaque d'acier avec une précision chirurgicale, créant des trous qui auraient été instantanément fatals aux équipages de chars, dans un combat réel. Plus important encore, le fonctionnement de l'arme s'est avéré assez intuitif pour que tout soldat d'infanterie le maîtrise avec une formation minimale. Combien de temps pouvez-vous livrer 5000 unités ? A demandé Barnes, sa question tranchant l'air de l'après-midi avec une autorité décisive. Hull a senti son cœur sauter plusieurs battements. La transition de la démonstration réussie à la commande de production de masse s'est produite si rapidement que son esprit a eu du mal à traiter les implications. « Monsieur », a-t-il réussi à dire, incertain s'il avait bien entendu. « General Electric obtient le contrat de production », a poursuivi Barnes, sa décision déjà prise. 30 jours pour la première livraison. Nous le désignons comme le lanceur de fusée 2,36 pouces M1, mais chaque soldat sur le terrain l'appellera le bazooka. L'usine de Bridgeport de General Electric est devenue un champ de bataille d'urgence industrielle, comme rien que l'entreprise n'avait connu depuis la Grande Guerre. Les ingénieurs qui avaient passé des carrières à concevoir des générateurs électriques et des appareils ménagers se sont soudainement retrouvés à produire en masse des armes anti-chars pour la guerre mondiale. La transition du prototype à la chaîne de production a révélé des problèmes que les essais en laboratoire n'avaient jamais anticipés. Le contrôle de la qualité est devenu le cauchemar principal. Les premiers modèles de production ont souffert de défaillances catastrophiques qui auraient été fatales dans les conditions de combat réelles. Les tubes d'acier provenant de différents fournisseurs présentaient des propriétés métallurgiques variables, certains lots s'avérant inadéquats pour les contraintes des tirs de fusée répétés. Les systèmes d'allumage électrique ont échoué avec une fréquence alarmante, laissant les soldats avec des armes qui ne pouvaient pas tirer quand les chars allemands s'approchèrent de leur position. La fusée M6 s'est avérée encore plus problématique que le lanceur lui-même. Les grains de propergol à carburant solide se sont fissurés pendant l'expédition, créant des motifs de combustion imprévisibles qui ont envoyé les projectiles complètement hors de leur trajectoire. L'humidité a causé la corrosion des contacts électriques, empêchant l'allumage fiable, même quand le lanceur fonctionnait correctement. Les variations de température de stockage ont affecté les têtes chercheuses, à charge creuse, causant parfois une détonation prématurée qui a tué les opérateurs au lieu des chars ennemis. En octobre 1942, les rapports de terrain d'Afrique du Nord peignaient un tableau dévastateur de la performance au combat du bazooka. Les forces américaines avaient reçu une formation minimale sur l'arme révolutionnaire, la traitant simplement comme un autre équipement, plutôt que comme un système nécessitant une expertise spécialisée. Les fusées M6 se sont avérées si peu fiables dans les conditions du désert que la probabilité de coup précis a chuté à moins de 20%, même contre des cibles stationnaires. Le rapport d'après-action du lieutenant-colonel James Powell de l'engagement du col de Kasarine contenait une évaluation accablante. Le lanceur de fusée 2,36 pouces s'est avéré inefficace contre l'armure allemande dans les conditions de combat réels. Sur 47 fusées tirées sur les chars ennemis lors de cet engagement, seules 3 ont atteint des coups directs et aucune n'a entraîné de destruction de véhicules confirmée. Je recommande le retrait immédiat de ce système d'armes en attente d'une refonte substantielle. Mais enterré dans la cascade de rapports négatifs, une organisation militaire a vu un potentiel que d'autres ont manqué. Les forces aéroportées des États-Unis ont fait face à des défis tactiques que l'infanterie conventionnelle pouvait à peine comprendre. Les parachutistes ont été largués derrière les lignes ennemies avec seulement l'équipement qu'ils pouvaient porter sur leur corps, combattant sans armes lourdes, soutien d'artillerie ou ravitaillement fiable. Les armes anti-chars traditionnelles étaient impossiblement lourdes pour les opérations aéroportées. Le fusil britannique pesait 39 livres. Le canon anti-char américain de 37 mm nécessitait un véhicule et un équipage de 6 hommes. Le bazooka offrait quelque chose de révolutionnaire.
une véritable capacité anti-char dans un paquet assez léger pour que les soldats individuels le portent. Pesant 13 livres, le lanceur pouvait être géré par les parachutistes déjà chargés de parachutes, de radios, de munitions et d'équipements de survie. Les ogives à charge creuse pouvaient théoriquement vaincre n'importe quel char allemand s'ils étaient livrés avec précision aux points vulnérables de l'armure latérale ou arrière. Le général de division Matthew Ridgway, commandant la 82e division aéroportée, a adressé une demande officielle à l'ordonnance de l'armée en novembre 1942. Modifier le bazooka spécifiquement pour les opérations de parachutistes. Le lanceur standard de 54 pouces était impossiblement maladroit à l'intérieur des avions de transport où les contraintes d'espace exigeaient que chaque pièce d'équipement serve plusieurs fonctions efficacement, retourner à son atelier avec un nouveau défi d'ingénierie qui semblait impossible à résoudre. Les parachutistes avaient besoin de la capacité anti-char du bazooka, mais ils avaient aussi besoin d'une arme qui pouvait être portée lors des insertions aéroportées sans endommager les cordes de parachute ou créer des projections dangereuses qui pourraient s'accrocher aux structures de l'avion. La solution exigeait de maintenir les performances balistiques tout en réduisant considérablement les dimensions de l'arme. La percée est venue par l'élégante simplicité mécanique. On a conçu le bazooka aéroporté M9 pour se séparer en deux sections de 30 et 1 pouce, reliées par un mécanisme d'accouplement fileté. Les parachutistes pouvaient porter les composants de l'arme attachés à leur corps pendant le saut, puis assembler le lanceur complet en moins de 30 secondes après l'atterrissage. Le système de démontage ajoutait un poids minimal tout en résolvant le problème fondamental de portabilité, mais on a poussé les améliorations bien au-delà des simples modifications expéditives sur le terrain. Le M9 présentait un tube assemblé plus long, 61 pouces par rapport aux 54 originaux, offrant une précision améliorée grâce à l'accélération prolongée de la fusée. Un nouveau système d'allumage magnéto a éliminé les défaillances de batterie qui avaient affligé les premiers modèles de production. Les garnitures métalliques ont remplacé les composants en bois, réduisant le poids tout en améliorant la durabilité dans des conditions extrêmes. Plus important encore, la nouvelle fusée M6A3 incorporait les leçons apprises des expériences de combat désastreuses. La conception améliorée de l'ogive présentait un nez arrondi qui améliorait l'efficacité de la charge creuse, augmentant la pénétration d'armure de 3 pouces à 4 pouces d'acier homogène. Le temps de combustion prolongé fournissait une vitesse initiale plus élevée et une trajectoire plus plate, améliorant la précision à la portée maximale effective de 350 yards. Au début de 1943, le système d'armes transformé était prêt pour le test ultime. Déploiement au combat avec les forces aéroportées se préparant à l'invasion de l'Europe. L'obscurité avant l'aube du 6 juin 1944 portait le bourdonnement de 1200 avions de transport traversant la Manche vers la France occupée. À l'intérieur des fuselages exigus des avions de transport C-47 Skytrain, 20 000 parachutistes américains faisaient les vérifications d'équipement final, avant le plus grand assaut aéroporté de l'histoire militaire. Attachés à leur corps, aux côtés des parachutes, des munitions et de l'équipement de survie, les bazookas M9 représentaient une révolution tactique que les commandants allemands n'auraient pas pu anticiper. Le sergent d'état-major Mike Rani du 2e bataillon du régiment d'infanterie parachutiste 506 sentait le poids familier de ses composants de bazooka démontés appuyant contre ses côtes, alors que son avion s'approchait de la zone de largage, à près de Sainte-Marie-du-Mont. Les deux sections de 30 et 1 pouces étaient devenues aussi familières que son fusil pendant des mois d'entraînement en Angleterre. Mais ce serait le premier test au combat pour savoir si la conception d'Edward Hull pouvait transformer les parachutistes légèrement armés en spécialistes de la destruction de chars. Le largage lui-même a dispersé les forces américaines à travers la campagne normande selon un schéma qui défiait la planification minutieuse. Les vents violents, les tirs anti-aériens et l'inexpérience des pilotes ont déposé les parachutistes à des kilomètres des zones d'atterrissage prévues, créant de petits groupes de soldats isolés qui se sont retrouvés profondément derrière les lignes défensives allemandes. Pour l'infanterie conventionnelle, une telle dispersion aurait été catastrophique. Pour les forces aéroportées équipées d'armes anti-chars portables, cela a créé des opportunités que les défenseurs allemands n'avaient jamais affrontées. Rani a atterri dans un champ inondé à 2 miles, à l'est de sa zone de largage prévue, assemblant immédiatement son bazooka, tandis que des voix allemandes résonnaient à travers le paysage sombre. Le système d'accouplement fileté a fonctionné exactement comme prévu, transformant 2 tubes maladroits
en un système d'armes fonctionnel en moins de 30 secondes. Autour de lui, d'autres parachutistes ont effectué le même rituel, créant de petites équipes capables d'engager l'armure allemande sans soutien d'armes lourdes des forces conventionnelles. Le premier test majeur est venu à l'aube près de Sainte-Marie-du-Mont, où les réserves allemandes avaient organisé une contre-attaque conçue pour atteindre les plages d'invasion avant que les forces alliées ne puissent établir des positions permanentes. 3 chars Panzer IV moyens soutenus par l'infanterie et des Half-Track ont avancé sur la route principale vers les positions tenues par des éléments dispersés de la 82e division aéroportée. Selon la doctrine d'avant-guerre, les parachutistes légèrement armés auraient été impuissants face à une telle force, forcés de se retirer ou de faire face à l'annihilation. Au lieu de cela, le sergent Rani et le soldat de première classe Walter Gordon se sont positionnés dans un fossé de drainage à 30 yards de la route. Leur bazooka chargé d'une fusée M6A3 est pointé vers le char allemand de tête. La conception améliorée de l'ogive promettait 4 pouces de pénétration d'armure, suffisant pour vaincre l'armure latérale de 50 mm du Panzer IV s'il était frappé au bon angle. Le char de tête a dépassé leur position à 15 miles par heure, présentant un tir latéral parfait qui aurait été impossible avec les armes anti-chars traditionnelles. Rani a déclenché le système d'allumage magnéto, envoyant la fusée sur une trajectoire plate qui a frappé la coque du Panzer juste derrière le pignon d'entraînement. L'ogive à charge creuse a détonné avec un effet dévastateur, perçant l'armure et enflammant les munitions stockées dans le compartiment de combat. Le char s'est arrêté immédiatement, la fumée s'échappant de ses écoutilles, alors que les membres d'équipage survivants abandonnaient le véhicule en feu. Le deuxième Panzer IV, tentant de contourner son chef désactivé, a présenté son armure arrière vulnérable à une autre équipe de bazooka positionnée dans un verger à 50 yards de la route. Le tir du soldat de première classe, James Alley, a frappé le compartiment moteur, désactivant la centrale électrique du char et le laissant immobilisé au milieu de la route. Le troisième char allemand, reconnaissant que la zone était infestée d'armes anti-chars, a fait marche arrière et s'est retiré vers les positions défensives plus proches de la côte. En moins de 3 heures après l'atterrissage, les parachutistes américains avaient démontré une capacité qui a fondamentalement altéré l'équilibre tactique en Normandie. L'armure allemande, auparavant immunisée contre les attaques d'infanterie, faisait maintenant face à des menaces mortelles de la part de soldats qui pouvaient apparaître n'importe où derrière les lignes de front. L'impact psychologique s'avéra aussi important que la destruction physique. Les équipages de chars allemands ont commencé à approcher toute zone où les parachutistes américains pourraient se cacher avec une extrême prudence. La transformation s'étendait bien au-delà des engagements individuels. Près de 40 ans, une seule équipe de bazooka commandée par le lieutenant Richard Winters a désactivé 3 chars allemands en 10 minutes, brisant une contre-attaque blindée qui menaçait de couper la chaussée, reliant la plage d'Utah aux objectifs intérieurs. À Chef du Pont, les parachutistes ont utilisé des bazookas pour détruire 2 canons d'assaut Sturmgeschütz 3 qui dominaient les approches d'un pont critique. La révolution tactique est devenue évidente dans les rapports d'après-action allemands capturés lors des opérations ultérieures. Les commandants de la Wehrmacht ont noté avec alarme que les forces aéroportées américaines ne se comportaient plus comme l'infanterie légère traditionnelle, se retirant face à l'armure. Au lieu de cela, les parachutistes chassaient activement les chars allemands en utilisant leur mobilité supérieure et leur connaissance du terrain local pour réaliser des embuscades dévastatrices contre les forces mécanisées. À la fin de juin, l'analyse statistique a révélé l'ampleur de la transformation. Les divisions aéroportées américaines en Normandie avaient détruit ou désactivé 47 véhicules blindés allemands en utilisant des bazookas par rapport à 0 destruction de chars réalisés par les parachutistes dans les campagnes précédentes. L'efficacité au combat des armes a dépassé toutes les prédictions de laboratoire. 70% de probabilité de coup au but contre les cibles stationnaires, 45% contre l'armure en mouvement à des portées inférieures à 100 yards. La fusée M6A3 s'est avérée capable de pénétrer l'armure latérale ou arrière de n'importe quel char allemand, y compris le redoutable Tiger Im, dont la protection frontale restait imperméable à l'attaque du bazooka. Plus important encore, l'effet psychologique de l'arme s'étendait bien au-delà de sa capacité destructrice réelle. Les équipages de Panzer allemands, auparavant confiants dans leur supériorité technologique sur l'infanterie alliée, abordaient désormais chaque engagement avec la connaissance que la mort pouvait venir de soldats qu'ils ne pouvaient pas voir.
L'allocation standard de 4 bazookas par compagnie aéroportée, 6 par compagnie de planeurs, donnait aux parachutistes américains une puissance anti-char équivalente à un peloton de canons anti-char conventionnel, tout en maintenant la mobilité et la flexibilité tactique qui définissaient les opérations aéroportées. Les commandants allemands, entraînés à exploiter l'impuissance traditionnelle de l'infanterie légère contre les blindés, se trouvaient confrontés à un ennemi qui avait éliminé leur avantage tactique principal. Mais même alors que le bazooka prouvait sa valeur sur les champs de bataille normands, les rapports de renseignement apportaient des nouvelles inquiétantes du front de l'Est. Les ingénieurs allemands, travaillant à partir d'armes américaines capturées, avaient développé leur propre fusée anti-char tirée à l'épaule, le Panzerschreck, avec une ogive de 88 mm qui pouvait pénétrer 6 pouces de blindage. L'étudiant devenait rapidement le maître, menaçant de retourner l'innovation d'Edward O contre les forces pour lesquelles elle avait été conçue pour protéger. La course entre la capacité offensive et les contre-mesures défensives, entre l'ingéniosité américaine et l'excellence de l'ingénierie allemande, entrait dans une phase nouvelle et potentiellement décisive qui déterminerait si le bazooka restait un avantage révolutionnaire ou devenait une autre arme obsolète dans la spirale technologique sans fin de la guerre.